Bonjour et bienvenue à ceux qui sont connectés déjà au direct. Nous vous invitons à le partager s'il vous plaît. Nous sommes en présence de M. Albert Zongan, conseiller spécial du président Maurice Kamto, et de M. Jean Bonheur Tchofa, secrétaire national secrétaire national délégué à l'éducation de base et secondaire, à l'éducation civique et à l'hygiène publique. Ok. Nous sommes là à l'occasion d'une interview que Papa Albert Zongan a bien voulu accorder à M. Jean Bonheur Tchofa. Donc, merci de partager le direct afin qu'un bon nombre de personnes soient connectées. Oui, effectivement, bonjour à tous. Il faudrait que nous comptons par milliers le nombre de personnes connectées parce que les sujets que nous allons aborder sont les sujets de l'actualité. Et il faudrait que ceux qui sont connectés partagent et soient édifiés sur ces sujets de l'actualité. Nous allons patienter 1 à 2 minutes, le temps que vous puissiez partager énormément. Donc partagez dans tous les groupes sur Facebook, dans tous les groupes sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Faites un maximum de partage afin que le maximum de personnes puissent être touchées par cette communication spéciale. Donc partagez, nous allons attendre 2 minutes. Donc exactement à 10h10, nous allons lancer cette communication-là. WhatsApp, copiez le lien, allez déposer dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes de famille, partagez à vos amis. Vraiment, faites un maximum de partage parce que les sujets sont vraiment très importants. Vous serez beaucoup édifiés. Vous n'allez pas regretter d'avoir mis, je ne sais pas combien de gigas pour suivre cette communication spéciale. Bonjour Papa Albert Zongan. Bonjour. Ça faisait longtemps que les Camerounais ne vous avaient plus vu devant les médias. Je voulais dire sur les médias. En tout cas, c'est un plaisir. Je sens que ça va être très chaud. Effectivement, parce que les sujets sont chauds. Ah bon? Ouais. Ben, tout ce qui est chaud peut être Refroidi. tiédi. Bon. Okay. Merci à ceux qui se connectent. Continuez de partager le direct, s'il vous plaît. Nous voulons qu'il y ait au moins 3000 personnes connectées. Vraiment partagez, copiez le lien, allez le déposer sur WhatsApp, dans vos groupes WhatsApp, partagez. Et sur vos pages Facebook, il faut le partager. Sur les pages, dans les groupes Facebook où vous êtes membre, partagez également. Donc, dans 1 minute, nous allons lancer. Dans 1 minute, nous allons lancer. Merci de partager. Alors, nous allons commencer. Alors, bonjour, monsieur Albert Zonga. Bonjour Jean, mon bonheur. Comment vous allez? Très bien. Okay, ça se voit. Il y a longtemps qu'on ne vous a plus vu. On dirait que vous avez... Est-ce qu'on peut dire que vous avez la parole rare? Non, on m'a entendu, peut-être on ne m'a pas vu, mais on m'a entendu quand c'est nécessaire, avec l'autorisation de ma hiérarchie, je peux prendre la parole. Mais on ne va pas parler pour parler. Exactement. Exactement. Donc, merci d'avoir accepté de vous prêter à cette interview. Nous aborderons au cours de celle-ci deux grands sujets. Deux grands sujets et 2 autres qui sont d'importance, je ne vais pas dire moindre. Donc, mais on va aborder ces sujets-là en commençant par le transport routier. Ici, nous évoquerons
la question des nouveaux péages dits automatiques, celle des radars, afin de dire un mot bref sur la récente sortie du ministre de l'administration territoriale. Donc, le deuxième grand sujet concerne la grève des enseignants en cours depuis la rentrée scolaire du 4 septembre 2023, soit bientôt 2 mois, et qui essuie carrément l'indifférence des pouvoirs publics. Donc, nous allons donc commencer par les péages routiers. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces péages-là, péages automatiques? D'abord, vous êtes enseignant, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'un péage. Un péage est un droit qu'on acquitte pour traverser une voie rapide ou un lieu dédié. Alors, le péage sur la route est la contrepartie que l'utilisateur paye pour gagner du temps. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une route à péage, il devrait avoir à côté une route libre, mais qui est plus longue pour aller d'un point à l'autre. Et ceux qui sont pressés passent par la route à péage. Bon, dans les pays que nous imitons, que nous singeons parfois, le péage est exclusivement installé sur l'autoroute, qui vous fait gagner sur un parcours de 300 km, parfois 2 heures. Et si vous n'avez pas l'argent pour prendre l'autoroute et payer, vous avez la nationale ou les départementales, mais vous passerez plein de temps. Donc le mot péage utilisé au Cameroun est un abus de langage. Jusqu'ici, nous avons considéré ce qu'on a appelé péage comme les points de collecte d'impôts. Une sorte d'impôt que l'État oblige tout automobiliste. Et c'est là où il y a l'égalité de citoyenneté. Il n'est pas dit à ce point-là que si vous venez du sud, vous ne payez pas. Ou que si vous venez de l'est, vous payez 2 fois. Donc c'est le seul point d'égalité. C'est donc le seul truc qui concerne sans distinction tous ceux de la même catégorie. Et ceux de cette catégorie sont ceux qui ont une voiture avec laquelle ils peuvent se déplacer à plus de 40 km de leur lieu de résidence. Donc jusqu'ici, ce qu'on a appelé péage, c'était un abus de langage. C'était un point où l'État collectait une sorte d'impôt pour survivre. Or, nous ne pouvions pas nous opposer. L'État peut demain décider qu'il va taxer ceux qui n'ont pas de cheveux. Et ceux-là ne diront rien. Mais maintenant que cette taxe est devenue une affaire, ça intéresse les Camerounais. Ce qui m'amuse, c'est de voir notre ministre passe-partout se vanter dans ses journaux dédiés d'avoir désamorcé la bombe. Pour lui, le fait que ses acolytes, pompeusement nommés responsables des syndicats de transporteurs, aient dit le matin qu'ils vont gréver, ou dit le soir qu'ils ne grèvent pas, est une victoire. Mais je voudrais expliquer aux Camerounais que la route n'appartient pas aux transporteurs. La route appartient aux utilisateurs. Donc toute personne qui a une voiture est concernée. Ce ne sont pas seulement les transporteurs qui vont être tributaires de ce nouveau péage, de cette nouvelle forme d'escroquerie. Je m'en vais le démontrer tout à l'heure. Est-ce que le mot n'est pas fort, M. Albenzonga? Le mot n'est pas fort parce que si l'État, si ce nouveau péage était encore un dispositif que l'État met en place pour récolter de l'argent, je ne sais pas ce qu'il fait de cet argent, mais c'est son droit. Vous savez, l'État a des pouvoirs exorbitants. Mais dès lors que c'est un privé qui s'installe, la loi oblige le consommateur à exiger la qualité de ce qu'il achète. Donc, un monsieur, de surcroît un Français, qui connaît ce qu'on appelle péage,
ne peut pas venir sur une piste construire un poste de braquage. Le péage, c'est la contrepartie de l'utilisation en amont d'une bonne route. On vous dit, bon, vous avez circulé 60 km sur une bonne route. Ici, là, vous payez. Ou bien, les prochaines 60 km que vous allez utiliser de bonne route, vous payez ici. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent sur une piste, à un endroit précis, ils mettent le péage. Ils mettent ce qu'ils appellent péage. Bon, comme c'est un privé qui a gagné son marché, le péage étant la contrepartie que l'utilisateur de la route paye pour gagner du temps, je ne crois pas que quand je pars de Douala à Bafoussa, 240 km, et je mets 8 heures de temps, j'ai gagné du temps. Non seulement je n'ai pas gagné du temps, mais on veut me spolier de mon argent. Là où l'État prend l'argent, je donne. Parce que si je m'oppose, on va dire que c'est quoi à la... Hostilité à la patrie. Hostilité à la patrie. Non, je ne veux plus être hostile à la patrie. Donc, mais maintenant que c'est un privé qui vend sa marchandise, il doit me vendre, il doit me donner une marchandise correspondant à l'argent que je lui verse. Donc, tant qu'il n'y a pas de route, je demande aux Camerounais de ne pas payer, de ne pas donner leur argent, qui va non plus aller dans la poche de ceux qui ont l'habitude de détourner à Yaoundé, mais plutôt à une société basée en France. C'est la pure escroquerie. Et c'est là où je me dis, on a raison parfois de s'en prendre à l'État français. Parce que je me demande comment Macron a pu permettre que des citoyens français viennent faire une telle escroquerie à ciel ouvert. Monsieur Albin Zonga, je ne vous coupe pas. Il faudrait bien expliquer pour que ceux qui suivent comprennent la pertinence de vos propos. Est-ce que c'est le fait que le marché a été octroyé à une entreprise française qui fait problème, ou alors c'est le fait que ce soit un privé qui fait problème? Parce que le Cameroun ne doit pas inventer le fil à couper du beurre. Dans d'autres pays, on l'a vu, lorsque les investissements relèvent de la construction des infrastructures, voilà, on a l'habitude de faire des concessions. Je ne vous coupe pas. Le président Maurice Kamto disait que faire des routes dans un pays, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Effectivement. Vous faites la concession. Ça veut dire, vous dites à quelqu'un, construisez-moi une route qui va de Yaoundé à Samérina. Vous allez mettre beaucoup d'argent que je n'ai pas. Dites-moi en combien d'années vous allez instituer le péage pour vous rembourser. Mais le péage est la contrepartie de cette route. Effectivement. Or, vous avez des gens qui installent le péage sur quelque chose qu'ils n'ont pas construit. C'est de l'escroquerie. Donc, ils prennent le péage de quoi? La société l'a dit qu'ils vendent quoi aux Camerounais? Donc, les Camerounais devront dire non, nous ne donnons pas notre argent pour rien. Sauf si l'État décide maintenant de prendre, de dire que lui, c'est sa gestion, c'est son impôt, je paye. Quel que soit le prix, je suis obligé de payer. Mais tant que c'est pour enrichir, moi en tant qu'expert, quand on me dit l'argent qu'on a investi dans cette affaire, je ris. Ben, on se moque de qui? Vous tous, vous avez une piole, vous avez construit une petite case. Quand vous voyez les deux baraques là-bas avec quelques signaux lumineux et peut-être un dispositif informatique, ben, mon ami, ça peut coûter les milliards dont on parle. Il s'agit de combien de milliards, monsieur Albin? On m'a dit 42 milliards ou quoi, je ne sais pas. Non, ce n'est pas le nombre de milliards qui compte. Même si on avait dit que ça n'a rien coûté, mais que c'est un privé. Vous savez ce que le privé nous a coûté? Nous n'avons plus de chemin de fer. Alors qu'on nous avait dit qu'on allait donner à un privé qui allait moderniser, que nous serions en train de prendre le train rapide pour aller à Yaoundé. Du fait du train rapide, nous avons eu un assassin qui a tué des milliers de Camerounais à Ezeka, et jusqu'aujourd'hui on n'en parle même pas. Et lui, non, je dis, mon pays, le gouvernement de mon pays a le droit de me faire payer les impôts, même si je conteste. Mais aucun étranger ne peut soustraire de moi mon argent sans contrepartie. Si je m'en vais à Carrefour
j'achète quelque chose et je m'aperçois que ça ne répond pas à la qualité, je viens rendre. Et s'il refuse de prendre, je porte plainte. Donc les Camerounais, dès qu'on va ouvrir le péage automatique privé, que personne ne paye. Ce n'est pas une tétutesse, c'est une exigence de la qualité contre ce qu'on paye. Donc je dis bien que personne ne paye. Moi, je ne paierai pas. Et je créerai du scandale. Bon, la prison ne me ferait plus. Je ne sais pas si c'est le propriétaire de ce péage-là qui vont m'arrêter ou si c'est l'État. Parce qu'il faut maintenant comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est une honte. Si j'étais à la place du ministre des Travaux publics, j'aurais honte. Est-ce que vous avez vu le parcours que vous faites de Douala au premier péage? Donc après avoir cassé vos amortisseurs, après avoir cassé votre véhicule, vous arrivez, on vous dit encore de payer. Vous payez celui qui vous a mis dans ces conditions. On a dit pour justifier ce transfert que l'argent payé manuellement est volé. Mais mon ami, quand on parle du vol au Cameroun, ça m'amuse. Vous savez de quel vol on parle? C'est que les gros voleurs de Yaoundé se plaignent qu'il y ait de petits voleurs intermédiaires. Parce que si tout cet argent était allé à Yaoundé, ça serait entré dans la même poche que là où la ligne 94, 65 et 57 auraient tout avalé au profit de certaines personnes. Donc on ne nous prenne pas pour des idiots. Donc c'est un voleur qui se plaint d'être volé. Tu te rends compte? Les gens de Yaoundé savent qu'on peut voler jusqu'à dire que le péage, ouais, quand même. On les a vus à l'œuvre au Covid. On les a vus à l'œuvre à la Cannes. Maintenant, ils se plaignent que les gars prennent 500 francs chaque jour sur le billet. Permettez quelques secondes, M. Albenzonga. Vous dites que vous ne payerez pas. Mais vous savez que si vous ne payez pas, vous n'allez pas passer. Mais et il y aura une file d'attente derrière. Et la file d'attente derrière, il y aura des gens qui vont comprendre qu'effectivement, c'est une bonne œuvre, on ne paye pas. Et je verrai comment l'État fera pour obliger tous les automobilistes du Cameroun à verser leur argent pour rien à quelqu'un. Non, ça va marcher, ne vous en faites pas. En clair, vous appelez à la désobéissance. Ce n'est pas la désobéissance, j'appelle à l'exigence de la qualité de la marchandise qu'on achète. Si quelqu'un a mis un péage disant que c'est moderne, c'est automatique, il faut que la conséquence soit une route moderne que je vais emprunter en ayant donné mon argent. Sinon, que l'État continue à persécuter les Camerounais en prenant de l'argent grossièrement baptisé péage. Parce que ce n'est pas le péage, je vous ai dit, le péage est le droit pour le passage sur une route rapide qui vous permet d'arriver rapidement à destination. Au Cameroun, le péage est la conséquence de la souffrance que l'institution vous impose en cassant votre véhicule. Vous avez fini de casser votre véhicule dans le trou, vous arrivez à un endroit où on vous dit, oui, en plus des amortisseurs que vous avez perdus, donnez-nous 500 francs avant de passer. Vous donnez. L'État a les moyens de coercition. L'État a la force. Donc, je dis aux Camerounais, je ne peux pas vous dire de ne pas payer là où l'État récolte. Ça serait la désobéissance. Mais je vous dis de ne pas payer là où un privé s'installe ou s'enrichit. C'est un enrichissement sans cause. Et nous devons tous nous lever. Monsieur Albenzonga, est-ce que c'est tout de même légal de confier ce genre de travaux à un privé? On ne confie pas, ce ne sont pas des travaux. Le péage n'est pas une œuvre isolée. Le péage est la suite d'une concession, d'une construction. C'est-à-dire quelqu'un vient chez vous, vous n'avez pas d'argent, il vous dit, c'est comme les locations de terrain. Quelqu'un voit votre terrain, il dit, bon, vous n'avez pas l'argent pour construire. Je veux construire un immeuble dessus. Je vais exploiter pendant 20 ans. On va me payer les loyers. Et le bail emphytéotique. Pour habiter cette maison. Et au bout de 20 ans, cette maison, pour laquelle vous n'avez déboursé aucun sou, vous reviendra. C'est comme ça que ça se passe. L'État dit, je n'ai pas d'argent pour faire une bonne route entre Douala et Yaoundé. Moi, je viens, je dis, j'ai l'argent. L'État dit, bon, si tu fais cette route, ça te coûte combien? Tu dis, ça va me prendre 10 milliards. Et tu penses qu'en combien d'années
Et qu'est-ce qu'on peut te payer chaque année pour que tu rentres dans tes fonds? Tu dis, il me faut 50 ans. L'État dit, ok, hein, les années ne sont longues que pour ceux qui pensent à eux. Si vous pensez à la prospérité, les années ne sont plus longues. Vous dites, ok, dans 50 ans, je ne serai plus là. Mais le peuple camerounais aura une bonne route pour rien. Et le monsieur, donc, qui ne vous demande rien, se fait payer par les usagers qui vont utiliser cette route. Mais maintenant, le péage automatique, vous payez quoi à ce monsieur-là qui s'est installé jusqu'à dire qu'il a gagné le marché? Il a gagné le marché de quoi? Il a gagné le droit de voler, le droit d'escroquer. Moi, je ne me prêterai pas à ce jeu. Dans tout le cas, je suis habitué. Ceux qui n'ont pas encore été en prison, qui auront peur. J'arrive là, je garde ma voiture devant la barrière. Et on va appeler la police pour venir m'enlever. Monsieur Abenzongan, est-ce que vous croyez que ceux qui seront dans la file d'attente, parce que cela va créer une file d'attente, vont comprendre? Non, ça c'est votre façon de traiter les Camerounais comme des idiots qui ne connaissent pas leurs droits. Ça, c'est des questions qu'un homme politique ne doit pas poser. Ils doivent comprendre, ils vont me suivre. Ils vont me dire de quitter, qu'ils payent quoi. Je leur dis qu'on est en train de nous tromper. Il faut une personne pour décrier que la qualité de la marchandise là n'est pas bonne. J'ai déjà vu des gens qui vont chez le bénitier, ils mangent le beignet. C'est quand une énième personne arrive et dit, mais le beignet là a un goût bizarre. Et les autres disent, c'est vrai. Nous-mêmes, on a vu que ce beignet-là... Mais personne n'avait le courage de le dire. Et tout le monde dit à la femme, rendez-nous notre argent. Vous parlez de quoi? Les Camerounais, c'est le seul lieu où nous devons nous montrer solidaires. Ça n'attaque pas le RDPC. Ça n'attaque pas les boulots. Ça n'attaque pas les banniers. Chacun défend son portefeuille. Que je paye quoi? Sinon, à cette allure, on va un jour vous dire, si vous arrivez chez vous, vous allez payer maintenant avant d'entrer dans votre maison. Pas à l'État, mais à un privé. Quelqu'un va dire, je vais gérer la barrière de tout le Cameroun. Non. Les Camerounais doivent apprendre à dire non. Au moins là où on peut dire non. Parce que la loi vous interdit, la loi interdit à un commerçant de ne pas donner en contrepartie la bonne marchandise à son client. Et là, nous n'avons pas la marchandise. Nous payons quoi? Donc, j'invite les automobilistes, je n'invite pas les Camerounais, j'invite les automobilistes, hein, parce que si j'invitais les Camerounais à aller se masser là-bas, ça serait la rébellion. Mais j'invite les automobilistes à ne pas, en plus de la dégradation de leurs véhicules sur des routes qui n'existent pas, débourser de l'argent pour enrichir un pays déjà riche, la France. Voilà ce que je dis de ce péage. Et voilà ce que je dis à monsieur le ministre de la Terre et du Ciel, le ministre Passepartout. Cessez de prendre les Camerounais pour des idiots. Vous mettez en scène avec des voyous, parce que tous ces gens qui se disent du syndicat des transporteurs, c'est des membres du RDPC. Et ils sont là depuis des dizaines d'années, il n'y a pas moyen de les bouger. Donc ils sont là pour travailler, pour empêcher aux transporteurs de revendiquer quoi que ce soit. Et on a vu dans beaucoup de secteurs, où ceux qui se disent du syndicat crient le matin, et dès le soir, là, les poches sont remplies, et ils disent on a levé notre mot de grève. Et la plupart du temps, si vous regardez ces gens qui étaient en discussion avec Atangari, demandez-leur où sont leurs camions, combien de camions ils ont. J'en connais qui fut tout simplement transporteurs. Ils ne le sont plus. Certains sont même députés du RDPC. Tous sont membres du RDPC. Et c'est une arnaque, comme le RDPC sait faire, prendre des gens qui se présentent comme des défenseurs du peuple, qui en réalité sont des fossoyeurs du peuple. Donc, Camerounais, propriétaires de véhicules, je vous invite à continuer à payer la taxe de l'État au péage traditionnel. Hein? Si vous arrivez je pars d'ici à Tchang, bon, je paye mon. Mais là où vous trouvez un blanc qui s'est installé pour prendre votre argent, ne lui donnez pas. Sauf si le blanc vous justifie que la partie de route que vous avez déjà parcourue a été arrangée par lui et que c'était bien, ou que celle que vous allez emprunter est
arrangé par lui. Donc nous nous opposons à un enrichissement sans cause d'une société étrangère, complice de nos brigands de Yaoundé. Bien, honorable Abel Zongan, en ce qui concerne dans, nos routes, les péages ne sont pas les seuls phénomènes que nous observons sur nos routes. Il y a aussi, depuis un certain temps, des radars. Est-ce que c'est bien d'installer des radars pour prendre en image des personnes qu'on estime qu'ils ont dépassé une certaine vitesse, alors que nos routes, déjà la qualité de nos routes, vous impose de rouler au rythme d'un escargot? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces radars que l'on observe sur nos routes un peu partout à travers le pays depuis un certain temps? L'une de mes casquettes que le peuple connaît moins, c'est spécialiste de la circulation. Je suis spécialiste de la circulation. Et en matière de radar, surtout le radar manuel est quelque chose qu'on utilise exceptionnellement. Parce que son maniement est tel qu'au moment où le manipulateur déclenche, il suffit que sa main bouge pour changer la vitesse en plus ou en moins. Donc ce n'est pas quelque chose de fiable. Je parle déjà de ça. J'ai écrit au secrétaire d'État à la Défense à l'époque, Bokam, qui m'a reçu. Je lui ai expliqué que c'était du vol. Il m'a dit, le mot est fort. Bon, même si c'est du vol, M. Zongan, vous voyez que ça a un peu diminué le taux des accidents. Donc c'est bien. Je voudrais également, sur le plan légal, vous dire que toute amende pour infraction sur la route appartient à la commune dans la circonscription de laquelle l'infraction a été commise. Quand le radar a récolté l'argent, il donne aux communes là. Ça part où? Vous avez déjà vu un maire assis avec eux pour prendre des amendes? Peut-être qu'ils versent après une partie à la recette municipale. Ils ne sont pas des receveurs municipaux. Ils ne peuvent pas prendre pour verser à la recette municipale. On vous verbalise, vous allez payer les traverses à la commune dans laquelle l'infraction a été commise. Ça, c'est un. Deuxièmement, en ce qui concerne les signalisations sur la route, qu'elles soient verticales ou horizontales. Ce qui est amusant, c'est que même ces gendarmes ne connaissent pas le code de la route. Vous savez ce que dit le code de la route? Expliquez-nous. Toute plaque de limitation. C'est-à-dire, si vous arrivez ici, vous voyez que vous devez circuler 60 à l'heure. Vous continuez à circuler à 60 à l'heure. Mais à la première intersection, c'est-à-dire au premier endroit où une autre route sort d'une piste pour entrer, la plaque est annulée. Donc pour que la plaque ait encore sa valeur, il faut qu'on replante la plaque pour ceux qui sortent de ces intersections. Or, de là où vous traversez une plaque, si elle est encore visible, parce que la plupart de ces plaques ne sont même plus visibles, elles sont visibles que dans l'imaginaire du gendarme. Au moment où vous traversez cette plaque, et entre cet endroit et là où le pisteur, parce que c'est des pisteurs, c'est des gens qui se cachent pour attraper du gibier. Ce n'est pas les gens qui sont là pour le bien des automobilistes. Il y a eu beaucoup d'intercessions, c'est-à-dire que la plaque en question a été déjà enlevée. Donc vous n'avez pas, on ne peut plus vous verbaliser dans ce secteur pour l'effet d'une plaque qui a été annulée du fait de la rencontre d'une intersection. Maintenant, le plus grave, c'est que on dit que vous avez commis un excès de vitesse sur la route. Voilà, Bafoussam. De Douala à Bafoussam, il y a 240 km. J'ai une voiture VX, 8 chevaux. Je mets, quand mon chauffeur fait du rallye, 7 heures de temps. Si vous mettez 7 heures de temps,
En temps normal, les gens mettent 8 heures. 240 divisé par 8, ça fait 30 à l'heure. Ça veut dire qu'à la fin de votre parcours de Douala à Bafoussam, votre vitesse moyenne est de 30 à l'heure. Mais ces voyous vont chercher un petit endroit où vous lancez le véhicule pour décalaminer. Parce que les bolides là, quand vous marchez à vitesse basse, vous tuez votre moteur. Le moteur a besoin de dégazer. Donc quand vous trouvez un endroit, vous accélérez, c'est là où ils sont cachés. Mais après là où ils sont cachés, vous avez des endroits où vous ne pouvez pas faire plus de 10 à l'heure. Ils n'y sont plus. Ils ne se trouvent pas là-bas. Donc il s'agit d'une escroquerie. Et c'est cruel. Deuxièmement, le montant. Quels sont les textes qui disent que si vous avez un excès de vitesse... Monsieur Albert Zonga, je vous relance, permettez. Votre propos tend, on a l'impression, votre propos tend à déresponsabiliser certains automobilistes qui exercent carrément l'excès de vitesse. Non, on a plusieurs accidents. Non, écoutez. Il n'y a aucun accident. Les accidents au Cameroun, peut-être dû à un excès de vitesse à un petit endroit donné, sont infimes. 90% des accidents sont causés par l'état de la route. Où un chauffeur est obligé, pour contourner un trou, de se déporter à gauche et de se retrouver nez à nez avec l'autre. Ou bien de mal maîtriser son véhicule et de se retrouver qu'à tout faire en l'air. Il ne faut pas raconter des histoires. Dites-moi sur la route de Douala-Bafoussam, montrez-moi là où je vais faire de 120 à l'heure sur 2 km. Montrez-moi. Je suis un sorcier, je ne peux pas. Ce n'est pas une route. Ce n'est pas une route. Donc c'est une honte que l'État prenne des prétextes pour escroquer les gens. Et encore que c'est de l'escroquerie. Puisque sur ce que j'ai constaté, sur 50 personnes attrapées par le radar, s'il y a un qui paye dans les caisses de l'État, bon, peut-être 10. Le reste, ça se négocie. Déjà, même le flasheur, il fait tout parfois pour se faire voir. Parce qu'on va aller garer la voiture et on va rentrer le voir pour dire que bon, vraiment, efface. Il prend 5 mm là. Donc, c'est un poste d'escroquerie et les Camerounais devraient dénoncer ça. Mais nous avons trouvé une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Nous réfléchissons. Nous avons mis sur place un comité de défense des automobilistes flashés. Donc, nous disons solennellement aux Camerounais, si le radar vous attrape, demandez qu'on vous verbalise. Ils vont vous traîner 3 heures de temps parce qu'ils veulent que vous payiez. Prenez du temps. Dès qu'ils vous ont verbalisé, si on vous convoque au tribunal, adressez-vous à nous. Nous avons des avocats qui iront démontrer que c'est une infraction qui n'existe pas. Il n'y a que comme ça que nous pouvons faire finir cette escroquerie à ciel ouvert. Monsieur Abezon, quand vous parlez de vous, il faut bien expliquer aux automobilistes de qui c'est un comité, c'est un comité dont je suis le patron. C'est un comité, j'ai des avocats autour de moi et nous nous sommes constitués comme société de bienfaisance pour venir en aide à tout automobiliste qui serait victime d'un flashage dit de radar. Et vous savez, monsieur Abezon, que sur la route, les automobilistes sont toujours pressés, ils ont affaire, ils doivent aller. Non, nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Laissez-moi ceux qui se disent pressés et qui sont prêts à jeter de l'argent. Ceux qui sont prêts à jeter de l'argent, c'est même de l'argent qu'ils n'ont pas gagné. C'est des gens qui émargent sur la ligne 89. Donc, si vous avez gagné votre argent à la sueur de votre fonds, vous ne sortez pas 25 000 francs pour donner. Je ne vous demande pas de battre le gendarme. Je ne vous demande pas de fuir. Je dis de vous faire verbaliser. C'est ce que prévoit la loi. Quand vous avez une infraction routière où vous payez cash, où on vous verbalise, parce que vous avez le droit d'aller au tribunal, vous justifiez pour dire que non, l'infraction n'est pas justifiée. Et quels sont les automobilistes à qui on montre même l'endroit où se trouve le radar? C'est eux qui savent où ils ont caché leur radar. Effectivement. Ben, ils imaginent. Tu ne sais même pas s'il y a le radar. Peut-être qu'il n'y a pas le radar, peut-être que c'est à la tête du client. Tu arrives là-bas, on dit le véhicule là, un gros véhicule, il doit avoir un monsieur dedans qui a l'argent. Non, monsieur. Les Camerounais doivent au moins, là où ils peuvent défendre leurs droits, le défendre. Et tant qu'on ne peut pas pouvoir le moins là, c'est le moins possible.
exigez votre droit, dire au type, mais on m'a flashé où? Contre quelle plaque? Allez me montrer. Mais les gens se disent, oh bon, vraiment, chef, si je vous donne 5 000, je peux partir. C'est pour ça que le chef est là. Et son chef attend. Donc désormais, il faut accepter de se faire verbaliser. Et on vous saisit et on vous saisit. On nous saisit. Non, vous ne nous saisissez pas quand on vous a verbalisé. Vous attendez qu'on vous convoque au tribunal. Oui. Vous nous saisissez et on va aller vous défendre. Et les avocats vont défendre pro bono. Pro bono, pro bono. Non, nous voulons vraiment faire, contribuer à la cessation de cette escroquerie. Et nous nous investissons. C'est un cadeau que nous faisons aux Camerounais. Pour que ça cesse. C'est un scandale. Vous n'avez pas de route. Si on vous verbalise entre Bafoussam et Yaoundé, que vous avez fait l'excès de vitesse, c'est possible. Nous, on n'ira pas vous défendre. Parce qu'il y a une route. Il y a une route. Si vous circulez à la vitesse indiquée, vous arriverez à temps. Mais dire que vous avez fait l'excès de vitesse entre Douala et Bafoussam, mon Dieu, vous parlez de quoi? Entre Yaoundé et Sambeliema, mais vous vous moquez de qui? Je dis non, il ne faut pas accepter. Okay. Et ça obligera l'État à savoir que les citoyens... Mais il y a le moindre droit que nous pouvons exiger. C'est quand notre porte-monnaie est engagé. Je crois que là, au moins, chacun peut dire, hey. Et le flash là en route ne connaît pas l'EGNI. Il ne connaît pas le parti. Hein. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas sortir de votre voiture et dire au commandant que je suis président de la section RDPC de Maroua et on vous dit passer. Non, le gars dit ça, c'est pour vous. Ils n'ont pas de parti, hein. Ils n'ont pas d'EGNI. Hein. Là où ils sont assis, là, c'est l'argent. Et c'est donc le seul endroit où les Camerounais peuvent se mettre d'accord pour revendiquer leurs droits. Et nous allons les aider. L'homme politique, c'est ça, c'est cultiver, c'est enseigner, c'est éduquer le peuple pour ne pas se faire arnaquer. Et on va vous dire c'est l'État. Ce n'est pas l'État, c'est la gendarmerie. C'est une histoire con. D'abord, l'achat des radars, c'est toujours un moyen pour sortir de l'argent et bouffer l'envoi des gens en route. Mais vous pensez que pourquoi on n'arrive pas à enlever les routiers, ceux qui se disent routiers, qui sont assis dans leur voiture, on donne l'argent tous les jours, on voit. Vous savez pourquoi on ne peut pas les enlever? Expliquez-nous, M. Benzon. Mais pour être affecté routier, il y a un montant qu'il faut payer au chef à Yaoundé. Et le chef sait que le routier n'a pas de plantation. S'il lui paye cette forte somme, c'est qu'il doit récupérer quelque part. J'ai eu un ami, un camarade de classe dans la gendarmerie qui était, pour ne pas le nommer, Samambo. On l'a nommé commandant de brigade à Douala. Un matin, il me dit que bon, vraiment, comme tu vois là, on m'a dit que je pars. Je dis pourquoi? On t'a déjà affecté. Il dit non, ils vont m'affecter. Je dis pourquoi? Il dit je devais payer 5 millions chaque année pour garder ma place. Mais je n'ai pas. On veut que j'aille en route égorger les gens pour prendre l'argent. Je ne peux pas. Donc j'ai dit que je ne peux pas. Il a dit qu'il m'enlève. Et on l'a enlevé. Donc tu vois les commandants comme ça, le gars qui les a nommés dit combien vont lui donner. C'est pour ça que quand tu vas te plaindre que le commandant t'a escroqué de l'argent, on rit. On rit parce que le pauvre ne travaille pas pour lui. Il y en a sur l'argent qu'ils prennent en route là, ils n'ont même pas 10 francs. Hein, parce que tous les chefs. Donc il faut que les Camerounais apprennent à céder, à aider même le pouvoir. Parce que quand on dit pouvoir, on globalise. Il y en a là dans le pouvoir des fonctionnaires honnêtes, mais qui sont minoritaires. Mais s'ils trouvent l'occasion de vous aider, ils vont vous aider. Ben, il y en a parmi les juges, des juges honnêtes. Hein, vous avez vu ce qui est arrivé au Sénégal avec son coup, peut arriver ici. Un matin, il y aura un juge qui va dire merde, trop c'est trop. Donc, les Camerounais doivent toujours tenter de revendiquer l'ordre. Et cette histoire d'effrayer les gens par la prison, ça n'effraie plus personne. Bon, vous mettez les gens en prison. Encore que eux-mêmes qui vous mettent en prison finissent souvent en prison. Et leur prison est souvent plus longue que la nôtre. Donc je dis pour me résumer, chers automobilistes, ne payez plus de radar, faites-vous verbaliser. Mais avant de vous faire verbaliser, qu'ils vous montrent la plaque que vous n'avez pas respectée et qu'ils vous montrent où était situé celui qui vous a flashé, pour que ça ressorte sur le PV. Sur le procès verbal.
Parce que s'il faut redescendre sur les lieux, si le tribunal peut redescendre sur les lieux pour constater les faits, il ne faut pas que ce soit en l'air, il ne faut pas que ce soit eux qui inventent. Donc sur le champ, il faut qu'on vous le dise. Et puis les Camerounais doivent apprendre à être moins pressés. Même si vous allez pour enterrer quelqu'un, il est déjà mort. Laissez qu'il attende pour régler ce problème des vivants. C'est un problème des vivants qui est au-dessus des problèmes des morts. Merci, M. Albert Zondan. Pour sortir définitivement de ce sujet sur le transport routier, nous allons aborder à présent un sujet qui concerne les mototaxis. Il y a peu de temps, le ministre de l'administration territoriale a donné... Le ministre passe partout. Oui, il a donné un délai, Un ultimatum. un ultimatum qui finit aujourd'hui. Aux 25 heures de se mettre en règle. Après passer ce délai, on va sévir. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Vous me faites rire. Il donnait ce délai où? Il a fait ce discours où? À Yaoundé. Non, à Douala. Ah oui, c'était Douala. Oui, effectivement. Parce que le désordre du Benskin, ce n'est qu'à Douala. Oui, à Yaoundé, on ne circule pas au centre-ville. La moto n'est pas permise. Comment se fait-il que les dispositions que l'État a prises pour que les motos n'entrent pas en centre-ville à Yaoundé ne peuvent pas être prises à Douala? Quand vous allumez un feu, ou quand vous êtes un pompier, vous arrivez avec une citerne remplie d'essence, il ne faut pas tromper le peuple. Le problème de Douala a été créé par l'État du Cameroun, entretenu par l'État du Cameroun, voulu par l'État du Cameroun. Un côté de la régularité et un côté de la loi d'identification d'usagers. Est-ce que vous pouvez acheter une voiture neuve et la sortir de chez le concessionnaire sans qu'il y ait l'immatriculation? Non, ce n'est pas possible. Le concessionnaire est tenu d'immatriculer le véhicule avant de vous donner. Comme ça, on a une fiche que telle voiture a été vendue à tel. Pourquoi ceux qui vendent les motos ne peuvent pas les immatriculer avant de vendre? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Douala est devenu ingouvernable? Expliquez-nous. Mais l'État a rendu Douala ingouvernable parce que dans les années 90, la profession de mototaxi qui était naissante était un truc exercé par des résistants qu'on recrutait parmi les gens de la zone de nord-ouest et sud-ouest, parmi les gens de l'ouest, parmi les gens du Grand Nord. Mais comme c'était des gens qui n'étaient pas tout simplement des idiots et qui avaient commencé par revendiquer et revendiquer en masse, l'État a voulu trouver un moyen pour contenir cette revendication. Dans un premier temps, l'État a acheté des motos pour donner à ceux des autres régions pour qu'ils viennent diluer la contestation. Donc on a introduit les gars du centre, du sud dans la moto. Voilà. Mais ils ne sont pas faits pour résister au soleil et à la pluie. Donc ça n'a pas tenu. Et l'État s'est retrouvé donc avec les contestataires. Il fallait trouver un bon moyen. Et le bon moyen trouvé a été d'introduire les étrangers. Les Tchadiens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigérians. Et tous ceux-là sont venus donc grossir le nombre de benskinaires avec pour mission. Si le benskinaire dit qu'il y a grève, vous contrez. Qu'est-ce qu'un Burkinabé a à voir avec la grève du MRC à Douala? Rien du tout. Donc ce qu'ils ne vous disent pas, et c'est là où ça m'amuse, j'ai entendu qu'il y a 70 000 benskinaires à Douala. Tenez-vous bien. Il y a au moins 1 million de benskinaires à Douala. C'est facile même. Quand vous voyez leur chassure, là, c'est marqué Carrefour tel, point tel. Si vous comptez seulement les points à Douala, vous promenez partout, vous aurez au moins 1000. Et si vous n'avez que 600 par point, vous avez déjà 600 000. Mais il y a au moins 1 million de benskinaires. Et parmi le million de benskinaires, ce qui est dramatique, c'est que plus de 60% sont étrangers.
Et les Camerounais, de quelques régions qu'ils viennent, n'ont pas la culture de couteau. Même nos frères nordistes qui portent le couteau, c'est un instrument de masculinisation, de montrer qu'il est un garçon. Ce n'est pas pour piquer. Ceux qui piquent facilement sont ceux qui viennent des pays en guerre. Ils ont déjà l'habitude de piquer. Donc ce sont ceux-là qui tuent. Alors comment pouvez-vous, le Benskin étant un moyen de transport d'un point à l'autre, donc ça peut être un moyen d'espionnage. Comment pouvez-vous permettre que des étrangers viennent chez vous transporter des individus pour aller de quartier en quartier? Comment pouvez-vous permettre? Donc, l'État a élevé un serpent qui est en train de le mordre. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'État a tué l'économie du Cameroun avec ce phénomène de Benskin. Le Benskin est aujourd'hui la seule activité où l'homme rentre dans son investissement au bout de 3 mois. Formidable. Ça veut dire que quand vous achetez une moto à 500 000 et ça vous rapporte 10 000 par jour, ça fait 300 000 par mois. Au bout de 3 mois, vous avez déjà l'argent de votre moto. Vous pouvez acheter une autre moto. Donc les motos pondent. Le moto pond. C'est pour ça que vous les voyez se multiplier tous les jours. Et les plus malins ont trouvé moyen, au lieu de construire des immeubles, d'acheter des motos. Il achète des motos, il donne à un gars, il dit tu vas me donner 10 000 par jour pendant 6 mois. Pendant 6 mois, le gars lui a donné combien? 1 800 000 contre la moto qu'il a achetée à 500 000. Il achète 3 autres motos. Il est là. Il est bougrement riche. Et l'État ne dit rien. Au lieu que l'État se penche sur la rentabilité de ce secteur et crée ce qu'on appelle une taxe. Parce qu'avant que les motos chinoises n'arrivent, les motos d'occasion de 20 ans qui venaient du Japon, on appelait ça chien noir, coûtaient 1 million. Et les gars s'en sortaient. Donc, ça c'est première difficulté. La deuxième grosse difficulté, c'est qu'il est impossible à Douala aujourd'hui de trouver un garçon de maison. Moi, j'ai pris un garçon de maison chez moi et je me suis dit, je veux le fidéliser. Je veux voir comment il peut me quitter. Je lui ai donné un salaire de 110 000 francs par mois. Il a travaillé 5 mois et il n'est plus revenu. Je l'ai croisé en roue, il était sur une moto neuve. Donc, il travaillait juste pour acheter sa moto. Pour économiser et acheter sa moto. Il est plus riche en moto, il ne peut plus venir. Deuxièmement, vous avez à Douala, le soir à partir de 23 h, des endroits où ces Burkinabés, ces Centrafricains qui n'ont pas de domicile, sont couchés sur des motos. Ils dorment sur des motos. La gendarmerie ne va pas les attaquer. La gendarmerie ira attaquer les paisibles citoyens qui sont chez eux. Sous prétexte qu'ils font du bruit. Vous vous rendez compte? Non, l'État ne doit pas nous prendre pour des idiots. L'État a créé cette situation à Douala. Elle doit le gérer. 1. Le MRC a la solution. Si nous arrivons au pouvoir, personne ne peut sortir une moto qui n'est pas immatriculée de chez le vendeur. Pourquoi on n'immatricule pas les motos? Parce qu'en immatriculant les motos, on contrôlerait le nombre de motos qu'un dépositaire a vendu. Or, ça empêcherait le petit trafic qu'il fait avec les douanes par-ci par-là. Donc, le flou est maintenu exprès. Donc, nous, on dira, on va t'agréer pour vendre les motos, mais tu ne peux pas délivrer une moto à quelqu'un sans l'avoir immatriculée, sans qu'on sache qui a cette moto. Ça, c'est 1. 2. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, la moto s'arrête au feu rouge. Il suffit de le dire. Et vous mettez le policier, celui qui ne s'arrête pas. En 3 jours, les motos ont déjà compris qu'on ne peut plus
traverser le feu rouge. On doit s'arrêter, comme tout le monde. Vous dites, aucune moto ne peut circuler en sens interdit. C'est-à-dire prendre la voie, le contre-pont. Cette personne le fera. Mais cette tolérance à Douala est la résultante de la reconnaissance par le grand patron du Cameroun qui a dit que les Benskiners étaient ses amis. Parce qu'on lui a chuchoté à l'oreille que les Benskiners sont dangereux, il faut dire qu'ils sont tes amis. Et il est allé à la télé et dit, je mes amis les Benskiners. Depuis ce temps, quand tu es l'ami du président de la République, qui peut encore t'attaquer? Tu es comme l'enfant du président de la République. Donc il a créé lui-même son désordre, il faut qu'il le gère. Donc nous, on fera donc en sorte que cette vente de motos, qui est le commerce le plus florissant maintenant, produise de l'argent pour l'État. On installera donc un surestaris. Si tu vends la moto à 500 000 désormais, tu vas la vendre à 1 million. Et chaque moto que tu vends, l'État à 500 000. Imaginez des millions de motos qu'on a. Quel argent l'État récolterait? L'État a peur des mototaxis. Nous sommes contents. Pour une fois, l'État a peur de quelqu'un. L'État sait qu'avec ses mamies Ouattara, il ne peut rien faire contre ces essaims d'abeilles. Et nous sommes contents. Parce que quand tu vois un chien mordre son maître, et c'est le maître qui l'a dressé sauvagement pour qu'il morde les autres, tu te dis, mon Dieu, Achouka, goûte aussi pour voir ce que les gens souffrent. Mais monsieur Abenzon... Je n'ai pas fini. Quand M. Atanga dit, tu sais que M. Atanga dit, parfois quand il parle, il croit que le temps va s'arrêter. Il ne sait pas que demain viendra. Moi, j'attends de voir comment, à partir du 1er, la situation va s'améliorer. Ça m'intéresse. Au moins, je pourrais circuler tranquillement à Douala. Mais il ne fera rien, parce que si Atangadji avait tant de solutions comme il prétend, la guerre qui sévit chez lui, qui tue ses cousins, ses frères, c'est tout. Il aurait mis cette intelligence exceptionnelle qu'il prétend avoir à la recherche d'une solution. Mais il amuse la galerie. Et ça n'amuse plus personne. Et même les Benskiners savent que ça amuse la galerie. Il faut dire aux Camerounais Benskiners que si vous voyez un étranger qui est Benskiner, dénoncez-le. Vous verrez que si on extirpe des rangs de Benskiners, les étrangers qui n'ont aucun papier, qui n'ont pas de domicile, qui ne sont rien, c'est déjà le début de la solution pour ce qui au départ était un truc passager et qui est devenu une profession. C'est devenu une profession parce que la rentabilité est énorme, qu'on ne se trompe pas. Il y a des grands intellectuels qui sont sur le Benskin. Mais un m'a confié que vraiment, si on me donne le travail maintenant, je vais hésiter avant de prendre. Effectivement, tu vas le payer combien? Le gars a réussi à réaliser peut-être 7 000 francs par jour d'économie. Ça fait 210 000. Il paye la moto, il paye l'autre, il appelle son cousin du village. Il te prend après, il paye l'autre. Mais tu vas lui donner quel emploi? Maintenant, quand on prend une licence, on commence à lui donner 50 000, 60 000. Le gars ne viendra pas. Donc l'État doit resserrer les taux pour que le Benskin ne devienne pas un moyen de transport. À Douala, on devait avoir le tramway, on devait avoir les bus, mais l'État a abandonné, hein, comme dans l'éducation, l'État s'est déchargé, a déchargé le transport à Douala sur le dos des inconnus, des étrangers qui portent 5 personnes sur une moto. Vous croyez que quand le législateur a prévu la limitation du nombre de personnes sur une moto, ce n'était pas par plaisir. Une moto prévue pour 2, quand vous êtes déjà dessus à 3, le contrôle est difficile. Donc, l'accident arrive plus facilement. Donc, dire aux gens, attention, si on voit plus de 2 personnes sur une moto, la personne qui est derrière paye. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on va pénaliser seulement le conducteur. On ne le pénalise même pas. Comme ça, tu vas savoir que s'il y a déjà une personne sur la moto, tu montes derrière, tu vas payer. Vous allez voir, personne ne montera plus. Donc l'État doit gouverner parfois par la peur.
Or, ceux qui sont à Yaoundé, ils sont peu intelligents pour penser à ça. Leur seule intelligence, c'est comment voler. Et comment se féliciter après le vol. Nous sommes dans le seul pays où les voleurs se réunissent et fêtent leur bravoure. Que non, nous avons été forts. Mais je vous raconte une histoire qui va vous amuser. Il y avait à Banjul un monsieur, quand il y avait les greniers. Les greniers, c'était ce petit magasin collé derrière la maison où on mettait les récoltes, les arachides, le maïs. Et chaque fois qu'il mettait ça, les bandits venaient voler. Un jour, il a enlevé tout. Il a mis les tronçons de bananier Dans le grenier. dans le grenier. Et il est entré dans le grenier et s'est installé dedans. Les bandits sont arrivés ce jour-là. Ils ont décidé de partir avec tout le grenier avant d'aller vider ailleurs. Ils ont porté le grenier. Les autres ont dit c'est lourd. Donc on a fait une bonne affaire. Quand ils sont arrivés, là où ils devaient dépouiller le grenier, ils l'ont déposé et leur chef a dit vraiment, nous sommes forts. Et lui dedans, il dit et nous encore plus forts. Les bandits ont disparu. Ils ont abandonné le grenier. Donc, si vous n'êtes pas malin, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut jouer dans le camp. Hein? Il faut jouer avec l'astuce du bandit, parce que le judoka dit toujours qu'il se sert de la force de son adversaire pour le terrasser. Donc disons, pour conclure à M. Atangadji, qu'il ne nous trompe pas, qu'il règle le problème qu'ils ont créé, qu'ils enlèvent, les étrangers de cette histoire de moto. Qu'ils demandent aux vendeurs de motos de les immatriculer. Les vendeurs de motos peuvent même immatriculer et payer l'assurance. Parce que ça fait aussi partie d'une partie des pans de l'économie qui s'envole comme ça. Parce qu'aucune de ces motos n'est assurée. Or, c'est une assurance de 6 000 francs, 7 000 francs. Personne ne le veut plus tant qu'ils savent qu'il peut passer. Hein? Vous savez que c'est quand vous craignez le gendarme que vous prenez certaines dispositions. Mais la moto ne craint personne. La moto craint plus les agents de commune à Douala que le policier. C'est pas possible. Parce qu'ils sont les amis du chef de l'État. Si moi aussi j'étais un ami du chef de l'État, je serais content. Bon, quand j'ai cessé d'être son ami, vous avez vu là où je suis allé. Je suis allé me reposer quelque part pendant quelque temps. C'est pour ça que quand je parle maintenant, je veille à ce que je ne tombe pas sous le coup de la loi de Famendongo. Parce que les gens oublient que cette loi antiterroriste, c'est Famendongo, le patron. C'est lui qui a imaginé comment museler l'opposition pour qu'eux, ils demeurent au pouvoir. Ce n'est pas une loi conçue par quelqu'un d'autre. C'est ce pilleur, hein, ce type des ordinateurs 200... PB, les notebooks, PB, HEV. C'est combien de gigas égale 500 gigas? Et 32 gigas égale 32 gigas égale 500. Quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous dit que 32 égale 500, vous lui accordez quel crédit jusqu'à lui confier l'éducation des enfants. Dès qu'on conduit l'éducation des enfants à des gens sans éducation, vous attendez quoi de mon ami? C'est quelqu'un qui n'a même pas honte. Quand on est allé le bloquer dans son propre village, on a coupé la route pour lui demander de tenir promesse. Il a oublié de dire que c'est le tribalisme. Et c'était sur le sol granitique de son parti. Et oh mon Dieu, je vous dis, hein, laissez les Camerounais là où ils sont. Le feu du Cameroun est en train de s'allumer à un endroit le plus insoupçonné. Les gens seront surpris de voir que c'est à partir de leur chambre que l'incendie va se déclarer. Merci, M. Albin Zongan, pour toutes ces explications. J'ai voulu vous relancer, mais finalement, vous avez abordé le sujet pour lequel je voulais vous relancer, qu'il s'agit d'un moyen, il s'agit d'un moyen de transport alternatif comme le tramway. Mais nous allons aborder à présent le dernier sujet de notre entretien. Ce sujet concerne le mouvement d'humeur dans le corps du personnel du secteur de l'éducation au Cameroun.
la grogne est carrément permanente. 2017, 2019, 2021, 2022. Depuis le 4 septembre 2023, jour de la rentrée scolaire de cette année, les enseignants sont entrés en grève à travers le mouvement dit OTS, qui veut dire « on a trop supporté ». Mais pourquoi est-ce que les enseignants continuent à se plaindre? Et en face, on a l'impression que c'est un mépris qu'on oppose au personnel du corps de l'éducation. Et on entend souvent dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a un gouverneur qui a dit « Est-ce que vous voulez que l'État aille voler pour donner aux enseignants ?» Monsieur Benzon, qu'est-ce qui fait problème? Non, il n'y a aucun problème. L'État, c'est des parties de l'éducation depuis belle lurette. Nous sommes le seul pays au monde où 95% des Camerounais sont formés dans le privé, que ce soit au niveau supérieur, qu'au niveau secondaire, qu'au niveau primaire. Je vais vous Les chiffres un peu forts, monsieur. Je vais vous expliquer. Non, ne me coupez pas. Je suis enseignant de carrière. Vous savez. Avant, quand on disait qu'on a créé un lycée, on envoyait les professeurs. Bien évidemment. Nous sommes comme ça dans mon village. Il y a un lycée technique ici. Je crois qu'il y a 35 ou 40 professeurs. Il y a 5 fonctionnaires. Le reste, c'est les parents qui payent. Vous appelez ça quoi? Le lycée d'État? C'est un lycée privé? Il ne faut pas confondre les noms qu'on écrit sur les établissements avec le fonctionnement de ces établissements. L'État, c'est des parties de l'enseignement. Mais dans le mouvement OTS, ce n'est pas ça qui m'embête. Quand on dit qu'on va aller voler l'argent, monsieur de Yaoundé, ne prenez pas les Camerounais pour des canards. Vous avez de l'argent, vous venez de recruter 1000 policiers de votre village. Vous êtes en train de recruter 2000 commandos de votre village. Donc vous avez l'argent, parce que l'argent du militaire ne dort pas. Vous avez entendu que leur salaire a duré un jour. Jamais. Donc vous avez de l'argent pour recruter les militaires et vous n'avez pas d'argent pour payer ceux qui doivent garantir l'avenir de notre pays, ceux qui doivent enseigner notre jeunesse. Vous n'avez pas d'argent pour payer les médecins. Je voudrais vous surprendre en vous disant que 3 promotions de juges sont sorties de l'ENA. Ils n'ont jamais pris service. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas eu lieu. Comment peut-on dans un pays, les seules personnes pour qui on ne trouve pas d'argent, ce sont ceux qui sont chargés de l'éducation des enfants. C'est parce que ces gens-là sont minoritaires. Maintenant, je reviens à vous. Dans les lycées, là, il n'y a aucun lycée au Cameroun, peut-être à Yaoundé, où les titulaires sont plus nombreux que les vacataires. C'est pour ça que l'État n'a pas réussi à éteindre cette histoire de les parents là. Les APE. Les APE. Association des parents d'élèves. Oui. Donc l'État aujourd'hui est un État voyou. Il dit, Paul Biya vient de créer un lycée à Kourou Korokokoko. Tous les gens de Kourou Kokokoko applaudissent pour applaudir. Où sont les bâtiments? Élites, débrouillez-vous. Donc les élites construisent un bâtiment. Où sont les enseignants? On recrute. Parents d'élèves, recrutés. Et vous appelez ça lycée? C'est un collège privé des ressortissants de Kourou Kokokoko. Donc vraiment, ne nous prenez pas pour des idiots. Tout ce que l'État fait, c'est préparer les militaires pour voler le vote et menacer ceux qui auront régulièrement gagné le vote. C'est tout. L'État sait que personne, aucun Camerounais ne croit plus à l'État du Cameroun. Même pas eux-mêmes. C'est-à-dire que quand eux-mêmes ils se couchent, ils savent qu'ils sont des faussaires. Donc aucun aujourd'hui ne peut nous dire qu'on est content de la manière dont le Cameroun est gouverné. Donc OTS, ce qui me choque, c'est l'indifférence des autres. Ceux qui sont au privé, ils gagnent 5 000 francs par mois. Ils gagnent, les enseignants du privé, ils ne gagnent pas grand-chose.
au lieu de profiter de cette occasion pour demander au moins qu'ils soient payés à la grille. Parce qu'ils ont le même diplôme que ceux qui se revendiquent là. Ils font le même travail que Ils font ceux le même qui sont- travail. Non, eux, ils vont au travail, ça ne les regarde pas. Or, Hitler avait dit que si la maison, ou c'est Hitler, quelqu'un, si la maison de ton voisin brûle, tu te couches chez toi pour dire, ah, ça ne me le concerne regarde pas. pas. Tu n'es pas loin que l'incendie se propage jusqu'à chez toi. Donc nous sommes dans un pays où l'ingratitude vis-à-vis des enseignants, et j'en ai souffert à mes débuts, ça vient de toutes parts. Le parent néglige l'enseignant. L'élève néglige l'enseignant. Les enseignants se négligent entre eux. Quand on vous dit que dans un lycée, il y a un groupe de grévistes, ça veut dire que les autres ne grèvent pas. Ils ne se sentent pas concernés. Peut-être leur salaire passe parce qu'ils ont des petits tuyaux. Mais si vous ne vous mettez pas ensemble pour défendre la profession, si nous, parents, nous n'accompagnons pas les OTS pour défendre l'avenir de nos enfants, nous allons. Dans cet individualisme des Camerounais et ce mépris des parents d'élèves qui disent « Ah, j'ai mis mes enfants au privé, ça les regarde. » Mon ami, à la fin, qui corrige les épreuves? C'est pour la plupart les professeurs titulaires. Ce n'est pas les gars du privé. Donc vous avez beau mettre votre enfant là-bas, c'est eux qui vont corriger. Donc si demain les gars disent on ne corrige pas, votre enfant aura fréquenté dans le privé, pour quel but? Donc je dis aux Camerounais, bien fait pour vous. Parfois je dis bien fait pour vous. Parce que quand nous disons aux gens de revendiquer leurs droits, nous n'avons jamais dit d'être rebelles. Nous disons à chacun de revendiquer son droit. Les gars croient que ce droit-là, c'est pour nous augmenter quelque chose. Non. Nous sommes des éducateurs politiques et on dit aux Camerounais, tant qu'on te bat et tu ne cries pas, l'oppresseur va même te tuer. Il faut au moins crier. Peut-être que tu vas effrayer le bourreau et il va te laisser tranquille. Nous sommes dans un pays où tout se tente. Il y a un phénomène là dehors maintenant, vous attendez, tout le monde dit Franck Bia va remplacer son père. Oh, bon. C'est pour te dire comment le Cameroun fonctionne. Chacun peut imaginer. Quand on a dit cette histoire que Atangadji a donné un mois, tout le monde a dit les Benskinés là, ils vont voir. Mais je viens de voir là, je n'ai plus aucun changement. Et, monsieur Albin Zonga, avant de sortir, qu'est-ce qu'on peut véritablement faire pour sortir de cette grève illimitée en cours? Comment résoudre le problème? Il faut que la grève porte préjudice à la marche de l'éducation. Or, ça ne porte pas préjudice. Vous avez à côté les gens qui disent qu'ils sont bien, qui enseignent. Vous avez les privés qui sont là. On a l'impression que les enfants vont à l'école. Tant que les parents ne s'y mettent pas et retiennent leurs enfants à la maison, tant que les autres qui sont payés avec la monnaie du singe ne se révoltent pas, l'État va continuer à dire, bon, il représente quoi? L'État ne recule que devant la masse revendicatrice. Si vous êtes 2, vous ne valez rien. Si vous êtes 100, 200, l'État commence à dire, attention, qui n'atteigne pas 500. Et prend des dispositions. Soit brutalement, comme ils le font avec leur Mami Ouattara, soit ils négocient. Mais on ne négocie pas avec quelqu'un qui est faible. Effectivement. On lui impose ce point de vue. Donc, nous tous, nous avons affaibli les enseignants. Et je crois que demain, nous le regretterons. Parce que chacun de nous a été enseigné, comme dit le chanteur. Donc, messieurs les enseignants, au moins pour tous ceux qui sont encore en train de se battre, battez-vous. Okay. Merci, M. Albin Zonga. Nous avons fait le tour d'horloge, mais nous ne pouvons pas sortir de cet entretien sans parler d'une autre actualité, déjà que tous les sujets abordés font partie de l'actualité. On annonce une candidature pour les prochaines joutes électorales, précisément les présidentielles. Est-ce qu'il y a une candidature qui fait peur au MRC? Vous êtes un homme politique, vous avez beaucoup plus parlé comme un citoyen camerounais, mais vous êtes également un homme politique. Est-ce qu'il y a une candidature qui fait peur au MRC?
Oui. Quand on a été mordu par le serpent, on crée même le nid de la candidature de Paul Biya. Parce qu'il va voler comme il vole toujours pour gagner. Mais en dehors de lui, quand on n'a pas de concurrent, aucun. Ils savent. Mais on annonce la candidature du fils, la candidature de Franck Emmanuel Biya. Bon, s'il suffit de se présenter comme fils pour être candidat, tant mieux. Mais je voudrais vous dire ceci, nous prions au MRC que ça soit vrai. Parce que ça sera la seule chance, le seul cadeau que Biya aura fait aux Camerounais pour que la démocratie arrive. Personne n'en veut, même pas dans sa propre famille. Donc, si on dit qu'il est candidat, je ne crois pas, on compte voler comme on a volé pour son père. Mais ceux qui ont volé pour son père ne sont pas prêts à voler pour lui. Si on dit qu'il est candidat, ça veut dire qu'indirectement, le président Biya a décidé de donner le pouvoir à Kantor sans qu'il souffre. C'est le moindre des candidats que nous c'est le meilleur candidat que nous aimerions rencontrer, à condition qu'il réussisse à être candidat. Parce qu'il faudra un jour qu'on s'interroge surtout. Ouais. C'est un enfant qui porte des problèmes. Il faudra un jour qu'on analyse son acte de naissance, qu'on analyse tout pour voir si tout est correct. Hein. Bon, ce n'est pas le moment. Le moment venu, en juriste, nous porterons le débat là où on doit porter le débat. Mais, de grâce, ayez pitié des Camerounais. Monsieur Albert, tout citoyen. Quand dans ce pays. Non, vous ne l'avez pas présenté comme citoyen. C'est vous qui dites le fils. Si vous l'avez présenté comme citoyen, tout citoyen est libre. Oui, il est le fils, mais non, il est également... Enlevez le fils. Dès que vous mettez le fils, ça veut dire que pour vous, c'est le fait d'être fils qui fait de lui le candidat. Il est camerounais. Bon, s'il se présente comme Camerounais, on va analyser sa candidature, on va le regarder, on va le décortiquer, on va lui sortir ses défauts et ses avantages, tout ça. Non. Honnêtement, cessons de faire croire que dans la tradition de l'Ouest où nous sommes là, quand un enfant succède à son père, on supplie les ancêtres pour qu'ils fassent que l'enfant soit comme son père. Vous voulez quelqu'un qui va ressembler à Paul Biya demain? Non, là, vraiment, vous vous moquez de Cameroun. Quel est le Camerounais qui souhaiterait avoir encore un président comme Paul Biya? Même pas dans sa propre famille. Je crois que si ce jeune homme, j'aime bien, hein, il a eu la chance de naître là où on vit sans travailler. Moi aussi, si j'étais à sa place, peut-être je ferais pire. Mais vous voyez les gens dire à ce jeune homme que pour ton premier emploi, tu vas être président de la République. Mais vraiment, vous moquez de qui là? Et vous ne savez pas qu'autour de Biya, beaucoup attendaient l'héritage. Maintenant, ce garçon est comme un palliatif. C'est-à-dire, les camps le mettent là, le temps de chasser le père et de le bouffer. Mais il va donner des instructions à qui demain en tant que président? À Ngongo? À Montazé, son frère? Ah, vous parlez de quoi là? Qu'il va se tenir où? Sur quelle référence? Et puis, vous savez toujours comment les pouvoirs ramassés finissent. Celui qui ramasse le pouvoir veut s'affirmer et devient dictateur. Vous avez vu Paul Biya contre Ahidjo. Ahidjo lui a fait cadeau de pouvoir, mais vous avez vu ce qu'il a fait de Ahidjo. Et vous avez vu celui de la Guinée tuer son oncle. Il n'a même pas seulement écarté, il l'a tué. Donc le pouvoir que vous voyez est dangereux. On ne s'amuse pas avec ça. Et nous, on aimerait voir, parce que ça sera la seule occasion où tous les Camerounais du nord au sud se ligueront pour dire ça c'est quoi. Que vous vous prenez pour quoi. Bon, comme ils pensent que les Camerounais acceptent tout. Mais Dakolé me disait, Junga, quand tu vas manger avec Dakolé Daïsala. Ouais, Feu Dakolé. Quand tu vas manger avec Biya, comme c'est ton ami là, dis-lui qu'au nord, il n'y a pas que les moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. Non, je voudrais vous dire qu'au Cameroun, il n'y a pas que les bénis, oui. Il y a quelques boucs qui sont cachés et qui ont des cornes dures là. Le moment où vous les provoquerez terriblement, vous verrez que c'était un cours d'eau calme, mais pas un cours d'eau peu profond. Merci, M. Abenzon. Vraiment, pour sortir, la toute dernière, la CATB a organisé un débat univoque il y a quelques jours
pour expliquer aux Camerounais que votre champion, M. Maurice Kamto, ne peut pas être candidat en 2025. Nous avons parlé de la candidature du fils, la candidature du père, comme si c'était une évidence que votre champion puisse être candidat, alors que le MRC a boycotté les dernières élections municipales et législatives de 2020. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ou avant si le président en fonction, le président de fait, M. Biya, décide de proroger le mandat des élus locaux, étant donné que la Constitution lui donne le droit de le faire? Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Qui vous a déjà dit que Kamto sera candidat? S'ils ont peur de quelqu'un qui n'avait pas déclaré sa candidature, c'est qu'on se retrouve dans la situation du Sénégal, où rien que le nom de Sonko fait trembler. Ben, je suis content d'apprendre qu'il ne dorme pas à cause de Kamto. Pourquoi vous vous préoccupez de nous? Lancez les élections présidentielles et dites les conditions qu'il faut remplir pour être candidat à l'élection présidentielle. Voyez si nous remplissons les conditions. Où est votre problème? Pourquoi vous voulez juger de nos moyens? Nous gardons nos moyens pour nous. Mais M. Abenzonga, ce n'est pas la réponse à la question qui revient tous les jours dans le Pourquoi? débat. Pourquoi je voudrais... Mais écoutez, monsieur, quand tu es un juriste, moi je suis un législateur. Nous, on sait ce que c'est que la loi. Et on sait que pour participer à une élection, il y a des conditions à remplir. Si à la fin, nous ne remplissons pas les conditions, nous ne sommes pas candidats. Mais si nous remplissons les conditions, nous serons candidats. Pourquoi les autres se préoccupent de nous? Est-ce qu'eux-mêmes, ils vont remplir les conditions? Tu penses qu'ils vont remplir les conditions? Ils pensent que leurs conditions, c'est le forcing qu'ils font tout le temps. Écoutez, le soleil s'est déjà levé au Cameroun. Et il n'y a rien, on n'attrape pas un cours d'eau. Le MRC est un cours d'eau. Et le chef, le pilote qu'il mettra devant lui, va amener le Cameroun vers des horizons. Merci, M. Abenzonga. Alors, chers internautes, merci d'avoir pris votre temps pour suivre ce direct. Quand bien même nous allons mettre un terme à cette interview que nous a accordé l'honorable, le notable, le conseiller spécial, M. Abenzonga, à son domicile ici à Bawan, où il fait très beau, sur les montagnes, sur les collines. Continuez à le partager. Il faudrait que les Camerounais puissent être édifiés sur tous les sujets que nous avons abordés. Donc, partagez dans vos groupes WhatsApp, sur vos pages Facebook, et nous allons ainsi sortir de ce direct. Un dernier mot, M. Abenzonga. Non, je voudrais ici féliciter nos martyrs. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas la possibilité de nous suivre parce qu'ils sont en prison, à mon ami Alain Fouguin, à Bipou, et surtout à la dernière victime des barbaries du pouvoir, notre frère dont on vient de tuer la femme, Zamboué. Pascal. Je voudrais dire donc à tous ceux qui sont encore en prison que l'école, la meilleure école de la résistance, c'est la prison. Et que nous souhaitons même que Biya continue à nous mettre en prison parce que nous avons constaté que quand nos gars sortent de prison, ils sont encore plus formés, plus décidés. Je voudrais vous dire, la nation reconnaissante vous portera en triomphe le moment venu. Luttons pour donner une chance de transformation à notre pays. Restons attachés à notre devise, le changement dans la paix. Et par les yeux. Et par les yeux. Ne comptons sur personne, comptons sur nous-mêmes. À ceux qui sont au pouvoir, je dis il est temps pour vous de commencer à réfléchir comment vous allez rendre compte au peuple, comment vous allez répondre de votre bilan. Laissez les autres partis tranquilles. À tous les Camerounais qui pensent vraiment qu'ils peuvent contribuer pour un changement en mieux-être de notre pays, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose. Demain, le Cameroun évoluera positivement.
si tous ces regardent de la bonne direction, pas de la mauvaise direction des pilleurs comme en ce moment-ci. Le MRC aujourd'hui est le parti sur lequel le peuple camerounais a jeté son dévolu. Hier, c'était un autre, demain, ça sera un autre. Mais vivons bien notre temps et montrons que nous avons mérité cette confiance. À vous tous, mes AP, bon courage. Merci. Merci. Donc, c'était